Bonjour très chers internautes, le plaisir est mien comme il est aussi vôtre effectivement que nous puissions nous retrouver encore dans un nouveau numéro tel que nous nous sommes fixés le rendez-vous. Et nous allons pour ce numéro aussi parler d'une thématique qui nous permettra de comprendre certaines réactions ou certains agissements concernant le monde du message du temps de la fin à propos de la relation entre le blanc et le noir, donc le mariage entre un homme blanc et un homme noir. Mais avant qu'on arrive au numéro qui va nous permettre de comprendre le comportement et l'attitude de William Branham, qui aujourd'hui semble laisser en contradiction ses adeptes, divisés complètement sur les paroles de William Branham concernant la question du mariage interracial ou le mariage mixte, comme il appellerait quelquefois, ou encore le mariage entre le blanc et le noir. Mais avant qu'on en arrive là, j'aimerais qu'on puisse aborder une thématique introductive qui nous permettra de comprendre, c'est-à-dire de dresser la toile des fond, afin de comprendre ce qui va s'en suivre selon le déroulement des faits, jusqu'à ce qu'on puisse arriver à la conclusion que nous tirerons effectivement ensemble pour comprendre le pourquoi de l'attitude de William Branham et effectivement comparer cette attitude avec la parole, tout comme l'attitude de ses lieutenants qui le suivent, avec ce que dit réellement la parole. Alors, nous allons pour ce numéro-ci parler de Branham, Roy Davis et les Ku Klux Klan. Les Ku Klux Klan, je crois que c'est déjà un mot qui sonne fort. Et pourquoi est-ce que j'aimerais parler de la relation entre ces trois entités, entre William Branham, Roy Davis et les Ku Klux Klan? Parce qu'effectivement, vous savez, nous allons en quelque sorte remonter un peu l'histoire pour rafraîchir un peu l'idée, la mémoire de certains qui, bien que nous le savons bien, effectivement, tous que les Noirs ou encore les Afro-Américains ne sont pas une population ou un peuple d'origine américaine. Alors, pour commencer, ils ne sont pas un peuple d'origine américaine, c'est un peuple qui vient d'Afrique. Donc, il faudra que nous remontons un peu, une petite piqûre de l'histoire qui nous permettra de comprendre effectivement où en sont les choses. Et quand William Branham est arrivé dans les années 60, dans les années 30, jusqu'à ce qu'il puisse quitter la Terre dans les années 60, alors, quelle a été son attitude? Comment est-ce qu'il a été influencé par la vie sociale et politique de son pays? Alors, tout a commencé avec la découverte du continent américain en 492 par le navigateur Christophe Colomb, comme cela nous a été appris dans l'histoire. Et ce navigateur, on nous a appris qu'il a été mandaté par la reine Isabelle Ier de Castille dans l'objectif d'atteindre les Indes par la mer. Donc, il fallait chercher une voie où il pouvait atteindre les Indes par la mer. Et alors, Christophe Colomb est allé à la recherche de cette possibilité-là. C'est ainsi qu'il va rapidement découvrir le continent américain. Et ce qui va alors rapidement ouvrir la porte à l'exploitation de ces continents par les Européens. Ils vont commencer à explorer ces continents américains et ils vont l'explorer et les coloniser au détriment même des peuples autochtones qui étaient là, c'est-à-dire les habitants qui étaient nommés les Indiens par les premiers explorateurs occidentaux qui sont arrivés. Ils ont trouvé une population qui était sur ces continents et ils les ont nommés les Indiens, ainsi de suite. Alors, après avoir décimé complètement cette population autochtone qui occupait le sol du continent qui est devenu les États-Unis d'Amérique, ils les ont complètement décimés. Alors, le continent ou encore le nouveau monde va se trouver en crise de main-d'œuvre. Donc, ils vont se trouver en crise de main-d'œuvre. Il faut continuer la survie, il faut continuer de vivre, mais étant un peuple, disons, dans les termes clairs, ne pouvant pas faire le travail qu'il fallait, ainsi de suite, les travaux de champs, ainsi de suite et tout. Alors, il fallait trouver une main-d'œuvre. Mais ils avaient déjà décimé la population qui était là. Alors, la main-d'œuvre était difficile. Maintenant, c'est à cause de cette crise de la main-d'œuvre que les Portugais ont commencé à acheter des hommes noirs, des hommes valides, noirs sur les côtes du continent africain. Ils ont commencé à les acheter et ensuite, puisque les Portugais étaient déjà là en Afrique, et ils avaient déjà commencé par l'exploration du continent et l'évangélisation sous cap comme telle, mais par la suite, lorsque l'opportunité s'est offerte, la demande de main-d'œuvre du nouveau monde s'est offerte à eux, alors ils étaient obligés de commencer à acheter l'homme africain, l'homme noir. Et lorsqu'ils ont commencé à acheter les hommes
aux côtes d'Afrique. Alors, ils ont transporté, ils ont commencé à emmener ces hommes en Amérique et à commencer à les vendre là-bas. Donc, avec toute une organisation, la colonisation bien organisée par de grandes puissances maritimes européennes, avait alors accéléré le processus qu'on appelle la traite négrière de façon exponentielle. Alors, ce processus a permis de mettre en place ce qu'on appelait le commerce triangulaire. Et dans le commerce triangulaire, ainsi appelé aussi traité atlantique ou encore traité occidental, reliait alors l'Europe, l'Afrique et l'Amérique. Qu'est-ce qui s'est passé? Pour la déportation des esclaves noirs, d'abord, ils étaient d'abord troqués en Afrique. Donc, d'abord, les Européens arrivaient d'abord en Afrique et effectuaient d'abord le troc des produits qu'ils emmenaient contre les hommes. Ensuite, ils prenaient ces hommes-là, ces esclaves, et ils partaient les troquer en Amérique contre les matières premières. Et ces matières premières, ils les emmenaient alors en Europe. Donc, il y avait ce système-là triangulaire et qui a complètement duré depuis de 1760, donc qui a duré pratiquement depuis le commencement, il s'est étendu jusqu'à l'arrivée de la révolution industrielle qui est arrivée pratiquement dans les années 1760 jusqu'à 1840. Vous allez effectivement comprendre avec moi que une fois la révolution industrielle arrivée, cela alors a permis à l'abolition de l'esclavage. En fait, il n'y avait pas une abolition comme telle, bon, disons-le dans les termes, c'est ce qui nous a été dit, mais cette abolition de l'esclavage a été occasionnée par la venue de la révolution industrielle, puisque l'homme avait découvert la machine et l'homme avait découvert que la machine pouvait en elle seule faire un travail que 100 hommes ou 1000 hommes pouvaient faire au même temps. Alors, ayant découvert des moyens plus rapides, plus appropriés, mécaniques et tout, alors ils n'avaient plus besoin de la main-d'œuvre noire. Mais qu'est-ce qu'il fallait faire alors avec ces noirs qui étaient déjà là, qui ont servi pendant des siècles à travailler dans les champs et tout? Il fallait leur accorder la liberté, il fallait abolir alors l'esclavage. Alors, c'est quand vous remarquez avec moi que la révolution industrielle intervient à partir de 1760 jusqu'en 1840. Et c'est effectivement qu'en 1848, donc 8 ans plus tard, que l'on va décréter au niveau des États-Unis l'abolition de l'esclavage. Donc, il ne devait plus avoir l'achat des Noirs, il ne devait plus avoir l'exploitation de l'homme par l'homme dans les travaux champêtres, ainsi de suite. L'esclavage a été officiellement aboli en 1848. Maintenant, bien que l'esclavage a été aboli, qu'est-ce qui a fait que nous puissions aujourd'hui évoquer la question des Ku Klux Klan? Les Ku Klux Klan est né après la guerre de sécession, donc en 1867. Cette organisation s'était fixée dès le départ, comme vous pouvez voir son logo qui est là. Et c'est une organisation qui s'était fixée dès le départ pour objectif d'assurer la suprématie de la race blanche sur toutes les autres races, en détriment notamment de la race noire. Il fallait assurer la suprématie de la race blanche sur la race noire. C'est dans cet objectif-là que cette organisation a été mise en place. Alors, elle est causée par l'abolition de l'esclavage. Donc, la cause de la mise en place ou encore de la naissance de cette organisation raciste était l'abolition de l'esclavage et de la création de nouveaux amendements tels que le 14e amendement et le 15e amendement qui donnaient la citoyenneté à tous ceux qui étaient nés dans le territoire américain. Et suite à ça, alors, il y en a qui se sont dit non, ce n'était pas possible qu'on puisse avoir le même droit que ces esclaves qui hier étaient nos esclaves. Ils doivent demeurer esclaves, il ne doit pas y avoir, on ne doit pas avoir les mêmes droits, ainsi de suite. Et voilà qu'ils vont mettre en place cette organisation. Alors, lorsqu'on a mis en place cette organisation va alors s'opposer complètement à l'intégration de l'homme noir. Certains blancs, surtout dans les États du Sud, qui pour la plupart étaient des esclavagistes, vont réagir complètement contre le 14e et le 15e amendement. Ils vont réagir complètement et ils vont voir très mal, ils vont très mal percevoir ces brusques changements, donc tous ces changements qui intervenaient, du fait qu'on puisse accorder certains droits, donc les droits aux hommes, aux Afro-Américains,
d'avoir le même droit que les Blancs qui étaient là. Alors, ils vont percevoir ça très mal et puis ils vont être soutenus par une partie de la presse qui va critiquer les Noirs, les qualifiant des êtres inférieurs, les qualifiant de voleurs, leur mettant tous les mauvais noms sur eux. Alors, nous allons maintenant entrer dans une phase qu'on appelle la ségrégation raciale. C'est cette phase-là qui va commencer à devenir très intéressante pour nous. La ségrégation raciale aux États-Unis est une politique de séparation des personnes selon les critères raciaux, mise en place principalement dans les États du Sud entre 1877 et 1864 pour contourner l'activité de l'égalité des droits civiques des Afro-Américains garantie par la Constitution des États-Unis. Donc, à partir de ce moment-là, c'est juste au lendemain de la guerre de sécession, à savoir, comme nous l'avons cité plus haut, le 13e amendement qui est intervenu le 6 décembre 1865 et abolissant l'esclavage, suivi du 14e amendement qui lui est intervenu en 1868, accordant la citoyenneté à toute personne née ou naturalisée aux États-Unis en interdisant toute restriction à ses droits. Et ensuite, il y a eu le 15e amendement qui est intervenu en 1870, garantissant le droit de vote à tous les citoyens des États-Unis. Alors, vis-à-vis de cela, les Ku Klux Klan se sont complètement levés. Alors, ce mouvement Ku Klux Klan, bien qu'il est né juste au lendemain donc, de la fin de la guerre de sécession et qui voulait s'opposer à tous ces amendements-là, avait à un certain moment connu une certaine baisse et on va parler de la restauration de ce mouvement. C'est la phase qui va nous intéresser le plus. La restauration de ce mouvement va arriver en 1915. Et en 1915, il y a un homme du nom de Joseph Simon. Il est là, William Joseph Simon. C'est lui qui restaura la société secrète terroriste qu'on dénomme l'Ordre des Chevaliers de l'Empire Invisible, c'est-à-dire du Ku Klux Klan, durant la nuit de Thanksgiving en 1915. Et vous allez voir que cette nuit-là est une nuit particulière, même quand on va entrer encore plus loin dans le message de William Branham, vous verrez quel est le rapport qu'il entretenait en cette journée-là, si spéciale de Thanksgiving. Alors, William Joseph Simon va réorganiser ou encore restaurer pour la deuxième fois ces mouvements terroristes, l'ordre des chevaliers de l'Empire invisible qu'on appelle les Ku Klux Klan. Et lorsqu'il va organiser cela, c'est alors qu'un certain dénommé Roy Alonzo Davis, donc qui est né le 24 avril 1890 et qui est décédé le 12 août 1966, je sais déjà que ce nom vous dit déjà quelque chose pour les connaisseurs du message de William Branham. Alors, Royce Davis était en quelque sorte lui aussi un dirigeant et membre fondateur du Ku Klux Klan dès 1915. Donc, il était un dirigeant et il faisait partie des membres fondateurs de cette deuxième vague du Ku Klux Klan depuis 1915. Alors, Davis était, comme vous pouvez le voir ici, il est là, nous pouvons mettre ses photographies au fil du temps. Là, c'est Roy Davis. Et il était le deuxième degré, en deuxième degré, le commandant en second donc, du Ku Klux Klan sous William Joseph Simon. Et il est devenu plus tard le sorcier impérial national, c'est-à-dire chef des chevaliers originaux du Ku Klux Klan. Et il a travaillé en étroite collaboration avec Simon et a été le co-auteur de la constitution et de la statue et des rituels du Ku Klux Klan en 1921. Là, nous avons Royce Davis. Dans une phase que vous ne l'avez jamais connue, dans une phase dont on ne vous a jamais parlé, mais nous allons parler de lui, de sa relation avec le Ku Klux Klan et voir effectivement la relation qu'avait aussi William Branham avec cette organisation suprématiste blanche. Alors, Davis a passé des décennies en tant que recruteur de Ku Klux Klan, étant à un moment donné nommé ambassadeur royal de cette organisation et porte-parole officiel du Ku Klux Klan par Simon. David et Simon ont tous deux été par la suite expulsés du Ku Klux Klan en l'an 1923 par Hiram Wesley Evans qui était évincé et qui avait en quelque sorte évincé Simon en tant que chef. Alors c'est après là que Simon, Joseph Simon bien sûr, va alors lancer une nouvelle branche du Ku Klux Klan qu'on appelle le Knight of Flaming Sword du Ku Klux Klan et avec l'aide de Davis, il a conservé la loyauté de nombreux autres membres
du Ku Klux Klan qui vont lui garder en quelque sorte, lui garder leur fidélité. Alors, Davis va ensuite être renommé commandant en second de la nouvelle organisation et il va être renommé commandant en second de l'organisation nationale de Ku Klux Klan par le magicien impérial Eldon Edward, dont la photographie est là. Eldon Edward va le renommer commandant en second de cette organisation et Davis va y rester longtemps dans cette posture. Alors, continuons avec l'histoire de Davis. Je crois que si vous voulez trouver certaines informations sur Roy Davis, vous pouvez les trouver même sur Wikipédia. Le lien est là affiché. Voilà, là, vous pouvez trouver sur ces liens-là. Vous pouvez trouver des informations, certaines informations sur Royce Davis. Alors, Davis devient un membre actif du Ku Klux Klan et il les aida notamment, comme on l'a dit un peu plus haut, à écrire la Constitution de l'Empire Invisible. C'est lui qui va les aider à écrire la Constitution de l'Empire Invisible, ainsi que leurs règlements et leurs rituels. Dans ce même temps, sous son vrai nom de révérend Royce Davis, il a commencé à organiser des conférences pour promouvoir les intérêts du Ku Klux Klan par-ci par-là dans les États-Unis. Et selon plusieurs journaux de l'époque, Royce Davis était un porte-parole officiel du Ku Klux Klan. Il était un porte-parole officiel du Ku Klux Klan. Et la preuve en est, voici par exemple une lettre rédigée le 28 mai 1959 qu'il adressa à un des membres du Ku Klux Klan d'un autre groupe. Et voilà, la lettre là. Voilà, là vous pouvez voir la lettre. Il adresse cette lettre à George Edward, qui était un avocat. Et qu'est-ce qu'on constate? Tel que vous voyez la lettre affichée, qu'est-ce qu'on constate? Royce Davis s'identifia lui-même. Comment est-ce qu'il signe? Il s'identifie lui-même comme étant le grand dragon impérial des chevaliers de l'origine nationale du Ku Klux Klan. Et voilà, l'image est là. La lettre est là, écrite par Royce Davis le 28 mai 1959. Et là, cela permet déjà à certains qui pouvaient dire, à un certain moment, ils disaient non, mais Royce Davis était d'abord un bon homme de Dieu. Et ensuite, s'il s'est égaré plus tard, c'est un autre problème. Ou bien d'autres disent non, mais il était avant. Ensuite, quand il a été converti, il ne l'a plus été. Mais là, nous sommes en 1959, la lettre est là, signée par Royce Davis, avec la mention, il se désigne lui-même comme étant le grand dragon impérial des chevaliers, donc le dragon impérial des chevaliers de l'origine nationale du Ku Klux Klan. Alors, le lien aussi est là. Avec ce lien, ça peut vous permettre de retrouver ces autres informations que je suis en train de citer ici, pour que ça nous permette d'établir la relation qu'il y avait entre William Branham et les Ku Klux Klan. Ça nous permettra alors de comprendre le fond de la doctrine et de l'enseignement raciste qu'a eu à donner William Branham, bien qu'étant contesté encore par certains ignorants qui, bien sûr, n'ont pas certaines informations que nous allons porter à votre connaissance par cette vidéo. Alors, Royce Davis on va d'abord l'interroger pour ce qu'il va nous dire à propos de William Branham. Qu'est-ce que Royce Davis, cet homme, ce grand magicien, ce grand dragon impérial de chevalier de l'origine nationale des Ku Klux Klan, que va-t-il dire à propos de William Branham? Royce Davis va s'exprimer en octobre 1950 dans le magazine The Voice of Healing. Il va s'exprimer à propos de William Branham. Et qu'est-ce qu'il va nous dire? Il va dire ce qui suit. Lisons le texte. Il dit « Tout d'abord, je suis le pasteur qui a reçu Frère Branham dans la première assemblée pentecôtiste qu'il ait jamais fréquentée. Je l'ai baptisé et ai été son pasteur pendant près de 2 ans. J'ai aussi prêché son serment d'ordination et signé son certificat d'ordination. Et je l'ai entendu prêcher son premier serment. J'ai été le premier homme sur cette terre qui ait jamais vu Billy oindre et prier pour une personne malade. Je sens que je peux écrire plus intimement au sujet de Billy Branham que n'importe quel autre pasteur en vie. Étant donné qu'il a également reçu son baptême du Saint-Esprit dans mon humble demeure à Jeffersonville en Indiana, après cette expérience, nous avons été très copains et nous nous sommes aimés l'un l'autre grandement. Beaucoup de conversations intimes ont eu lieu entre nous pendant ces jours concernant les choses les plus profondes du Saint-Esprit. Royce Davis. Voilà.
Ça, c'est Royce Davis qui vient de nous faire cette déclaration au sujet de William Branham. Il reconnaît comme étant le parrain de William Branham. C'est lui qui a converti. William Branham a fréquenté son église, qu'il appelle l'Assemblée pentecôtiste, la toute première que Branham a fréquentée. C'était une assemblée pentecôtiste. Ça, c'est dit par Royce Davis, qui va déjà à l'encontre de ce que nous disait William Branham, que c'était une église missionnaire baptiste. Mais Royce Davis dit que c'était une assemblée pentecôtiste et c'est l'exacte vérité. L'assemblée de Royce Davis ne se dénommait pas une église, c'était pas une église, une mission baptiste comme telle, comme nous connaissons les baptistes, mais c'était la première église pentecôtiste baptiste. Donc, c'est comme ça qu'il l'avait dénommé, mais qui n'avait rien à voir, qui n'était pas affilié avec le mouvement baptiste international comme nous le savons, comme nous le connaissons. Et on pourra vous faire tout un numéro là-dessus s'il faudra le démontrer. Mais c'était une assemblée pentecôtiste, comme l'a dit Royce Davis déjà, en désavouant déjà l'un des mensonges criés par William Branham constamment, comme quoi il était baptiste de la mission baptiste, ce qui était totalement faux. Alors maintenant ici, Royce Davis vient de nous dire des choses très poignantes, des choses comme quoi celui qui a entendu William Branham prêcher son premier sermon, celui qui a ordonné William Branham, qui a même prêché son sermon d'ordination, c'est aussi dans la maison de Royce Davis que William Branham aurait reçu son Saint-Esprit. Et à partir de ce moment, ils sont devenus très copains les deux et ils se sont partagés des choses très intimes. Donc, ils sont devenus très copains, ils se sont partagés des choses très intimes avec Royce Davis, dont William Branham a été pasteur associé pendant 2 ans de sa vie, du début des ministères, comme cela nous est rapporté de façon officielle, et Royce Davis aussi l'a souligné. Alors, William Branham lui-même a reconnu aussi en Royce Davis à plusieurs reprises et durant tout au long de son ministère, plusieurs qualités qu'il attribuait à Royce Davis, comme quoi il est désigné comme étant un médecin, comme étant un avocat, donc des titres très honorifiques à propos de cet homme qu'il a eu à garder beaucoup d'estime. Et lorsque il va nous dire dans ce qui suit dans la prédication, Dieu tient sa parole, prêché le 6 mars 1957, William Branham déclare ce qui suit. Lorsque j'ai été converti et a été ordonné dans l'église baptiste, j'ai eu un bon vieux maître du nom de Dr. Royce Davis. Il était un avocat avant sa conversion et il regardait la Bible en entier d'un point de vue juridique. Ça, c'est le propos de William Branham, comment il attribue à Royce Davis des propos très élogieux. Alors, quand Davis a quitté l'État de Tennessee pour le Kentucky, il a rencontré alors de l'opposition. Il va rencontrer de l'opposition, revenant un peu sur Royce Davis, il va rencontrer de l'opposition. Et selon le journal de Louisville, Le Courrier, Davis a été arrêté pour avoir eu une relation sexuelle avec des mineurs. Donc avec une jeune fille, pratiquement de 17 ans. Et ça s'est passé à Chattanooga, au Tennessee. Alors au moment où il a été arrêté, Royce Davis prêchait dans une église baptiste pentecôtiste qu'on appelle the Holy Bible Mission Hall sur le 711 Jeffersonville Street à Louisville. Alors, à partir de ce moment-là, on comprend que déjà, la moralité de Royce Davis, en dehors de ces genres de faits, de ces genres d'actes, c'était déjà une moralité douteuse, complexe. Vous voyez déjà que l'esprit en quelque sorte qui anime en grande partie le monde du message du temps de la fin, c'est le même genre d'esprit de l'origine. Parce que l'arbre ne peut pas être ce qu'il est sans ses racines. Vous voyez? Donc, ce qui donne le fruit dans un arbre, sur un arbre, provient d'abord de la nature de la sémence qui a été mise en terre. Et cette nature, cette sémence ou encore cet arbre doit avoir des racines plantées dans un sol. Et c'est à partir de ce sol-là que cet arbre s'abreuve pour donner le fruit qu'il porte en haut. Donc déjà, regardez ici, nous sommes en face de Royce Davis, le grand pasteur de William Branham, celui qui a entraîné William Branham à faire ses premiers pas dans le monde de la spiritualité. Et regardez un peu le genre de comportement qu'il avait eu jusqu'à ce qu'il subisse des gens d'arrêt pour avoir eu des relations sexuelles avec une jeune fille mineure de 17 ans. Alors déjà là, ce n'était pas juste le seul problème qu'avait Royce Davis, que le seul problème qu'il rencontrait dans l'État de Kentucky n'était pas seulement celui-là. De multiples accusations de fraude, de falsification, etc.
mettait Royce Davis régulièrement en prison. Donc, c'est un homme qui était entre la prison et l'extérieur, entre la prison et la fuite. Donc, il était un homme régulièrement emprisonné à cause de sa vie, à cause de ses actions frauduleuses, à cause de falsifications de tout genre et à cause d'autres activités, effectivement terroristes et tout, qu'il effectuait, bien qu'il portait encore sur lui la casquette d'un homme d'église, ainsi de suite, et que William Branham était toujours à ses côtés. Donc, Davis va alors, après avoir été régulièrement mis en prison, Davis va fuir Jeffersonville par la rivière de l'Indiana et il va s'échapper jusqu'à ce qu'il arrive à Jeffersonville. Alors, là, Davis va se lier avec William Branham. Comment est-ce qu'il est arrivé là, à Jeffersonville? Il va alors arriver à Jeffersonville en fouillant par la rivière et il va se lier avec William Branham et va commencer une nouvelle église également appelée Église baptiste de Pentecôte. Vous voyez? Donc, c'est la première église que Royce Davis a eu à ouvrir. Donc, il a commencé une église. Donc, ce n'était pas une mission baptiste comme telle parce qu'une mission a un quartier général et puis a des succursales par-ci, par-là. Et ensuite, les prédicateurs sont affectés ou encore sont mandatés à aller tenir des succursales, ainsi de suite. Mais ça n'a pas été le cas avec notre question ici. C'est Roy Davis qui commence son église à lui et qui le dénomme Église baptiste pentecôtiste, ou encore première église baptiste pentecôtiste. Alors, Davis prétendait fonder alors ses missions d'évangélisation et il poursuivait malheureusement avec sa vie criminelle. Donc, malheureusement qu'il avait commencé avec cette œuvre-là dans les années 30, mais il poursuivait avec sa vie criminelle et Davis sera encore plus tard arrêté dans l'État d'Indiana. Alors finalement, l'État d'Indiana va extrader Royce Davis à l'État de Kentucky pour ses crimes dans cet État, puis il continua toujours à demander résidence dans l'Indiana selon les informations qui nous sont rapportées. Alors pendant ce temps, quand Royce Davis est arrêté et extradé, alors, pendant ce temps, les membres de son église qui travaillaient avec William Branham vont alors tenir des réunions, leurs propres réunions sous tente, et par la suite vont entrer dans le tabernacle pentecôtiste que William Branham venait de mettre en place, parce que la toute première église de William Branham, avant qu'elle devienne Branham Tabernacle, était d'abord le tabernacle pentecôtiste. Donc, tabernacle pentecôtiste. Donc, c'était ça la dénomination de l'église qu'avait mise en place William Branham avec le rescapé du mouvement ou encore de l'église de Royce Davis après que celle-ci ait été brûlée. Nous ne savons pas si l'incendie était accidentel ou était volontaire, nous ne le savons pas, mais on sait que l'église avait brûlé et que les croyants étant restés comme ça sans prédicateur, puisque le pasteur avait eu des ennuis avec toute sa vie criminelle, ainsi de suite, et le voilà qui était arrêté et autres. Il fallait que William Branham récupère alors ces reliquats-là, ces restes de gens, et va commencer alors une nouvelle œuvre, son église qu'il va appeler Tabernacle Pentecôtiste, avant qu'il devienne Branham Tabernacle. Alors, fait intéressant dans cette question, c'est que William Branham nous a donné des indices à propos du Ku Klux Klan. Il va nous parler du Ku Klux Klan, puisque nous savons très bien avec vous, comme nous l'avons dit plus haut, la position qu'occupait Royce Davis, donc second personnage dans cette organisation criminelle, mais pendant qu'il occupait cette position de second personnage, avec William Branham, ils ont eu des échanges fructueux, des échanges intimes, et William Branham travaillait avec lui comme étant son pasteur associé. Donc, vous voyez un peu. Donc, déjà là, on va alors essayer de regarder ensemble avec vous ce que va dire William Branham, et ça va nous permettre de comprendre que les Ku Klux Klan étaient vraiment actifs à Jeffersonville au moment, au début du stade ou encore au début de la carrière de William Branham ou de son ministère. Quand on regarde ici, sur cette question, Branham, on va le comprendre ensemble avec vous, ça on n'a pas besoin qu'on se le dise, que Branham a été initié dans sa carrière spirituelle par un pasteur pentecôtiste hérétique et raciste en même temps. Vous voyez? Donc c'est à partir du père, parce qu'il a dit tel père, tel fils. Donc, William Branham commence le premier pas de son ministère sous un pasteur pentecôtiste, hérétiste, raciste et membre du Ku Klux Klan. Et malheureusement, William Branham appelle ce pasteur mon bon vieux maître. Donc, ce n'est pas simplement un maître, mais c'est un bon et ensuite un vieux. Donc, vieux, c'est celui auquel
en droit tous les respects possibles. Ça veut dire que qui a mûri en sagesse, en connaissance, c'est-à-dire, en d'autres termes, qu'il a transmis. Et le bon vieux maître. Donc, ce n'était pas simplement un pasteur comme tel, mais un bon vieux maître. Donc, quand on parle de maître, vous savez ce que cela veut dire. Alors, Branham a été directement influencé, vous voyez, par Royce Davis, dont il est resté sous la coupe pendant 2 ans, alors que Royce Davis entretenait toujours ses activités criminelles et il entretenait toujours sa vie des débauches et tout ce qu'il était en train de faire. Mais Branham était avec lui. Et Branham ne l'a jamais quitté à cause de ses activités criminelles du Ku Klux Klan. Mais Branham dit, ça c'est ce qu'il a dit, mais on aura examiné ça dans une autre vidéo pour voir si c'était exactement ça, qu'il nous avait dit qu'il aurait quitté cette organisation ou aurait quitté Royce Davis quand ce dernier l'a demandé d'ordonner une femme prédicateur. C'est ce qu'il a eu à craquer la porte. Il n'a pas accepté cela. Et il a refusé. Et quand Royce Davis lui a dit, si tu ne veux pas, remets-moi ta licence de prédicateur, il dit qu'il avait remis sa licence de prédicateur parce qu'il pouvait tout supporter sauf accepter qu'une femme soit ordonnée prédicateur ou bien qu'une femme prêche. Mais malheureusement, on le dit en passant, que dans l'église de Royce Davis, là où William Branham était pasteur associé, sa première femme, Hope, était prédicatrice. Elle prêchait dans les cultes. Et il y a des programmes, il y a des calendriers et tout, où cette femme prêchait, et William Branham s'assied. Non seulement cette femme, mais il y avait bien d'autres femmes aussi qui étaient prédicatrices dans cette église-là. Mais pourtant, ça n'avait jamais fait de problème à William Branham. Et il va nous le dire plus loin, qu'au début de son ministère, c'est sa femme qui lui lisait même la Bible. Parce que sa femme était déjà prédicatrice, elle était déjà dans le ministère avant lui. Et effectivement, ça, on pourra encore le démontrer par d'autres numéros. Mais là n'est pas la question, le sujet de notre vidéo ici présent. Alors, Branham va être directement influencé par les enseignements de Ku Klux Klan et il va adhérer à la doctrine de la sémence du serpent qui est l'une des doctrines phares du Ku Klux Klan parce que dans la doctrine de la sémence du serpent, cette doctrine du Ku Klux Klan annonce que Caïn n'est pas issu d'Adam. Donc c'est une doctrine qui établit la différence entre 2 lignées, une lignée qu'ils appellent pure, donc venant de Seth, et une autre lignée qu'ils appellent lignée impure ou lignée maudite qui disent venir de Caïn. Donc pour eux, le monde résulte des lignées. Et puis la lignée pure, c'est effectivement la lignée blanche. Et la lignée maudite, c'est-à-dire le fils de Cam, selon cet enseignement de Ku Klux Klan, le fils de Cam qui serait maudit par Noé à être l'esclave des esclaves de ses frères, c'était les Noirs. Donc voilà pourquoi les Ku Klux Klan, dans leur base, dans leur fondement de base, n'acceptaient pas que le Noir puisse être affranchi parce que selon eux, ils sont prédestinés à être l'esclave de l'homme blanc. Maintenant, continuons ensemble avec vous en passant. Et la résultante de cette doctrine-là, de la sémence du serpent, a permis alors d'établir la doctrine démoniaque selon laquelle il existe 2 sortes de races, donc une race noble et une race vile. Ça vient de l'enseignement de Ku Klux Klan et c'est des Ku Klux Klan que William Branham s'est inspiré de cet enseignement qu'il appelle la sémence du serpent, cet enseignement qui est l'une des colonnes de base même du mouvement suprématiste blanche qu'on appelle le Ku Klux Klan. Alors, quand on lit ici dans The Voice of Healing d'octobre 1959, d'octobre 1950, nous avons lu comment Royce Davis s'est exprimé, comment est-ce qu'il avait parlé de William Branham un peu plus haut. Mais non, ce qui peut nous sembler très alarmant est d'abord la sympathie que William Branham avait à propos de Ku Klux Klan. La sympathie qu'il avait à propos de Ku Klux Klan n'était donc pas une sympathie surprenante. Donc ça pourrait surprendre personne de voir comment William Branham était très sympathisant envers cette organisation criminelle, cette organisation terroriste, cette organisation raciste. Parce qu'il était d'abord le bon élève du bon vieux maître Royce Davis, qui était le 2e personnalité de cette organisation, et avec tous ces échanges intimes, comme l'a dit Royce Davis, parce que quand on dit maître, ça veut dire qu'on a le rapport entre maître et disciple. Le maître est celui qui enseigne, qui transmet un savoir et une connaissance quelconque, qui a une maîtrise dans l'art ou dans une certaine matière ou dans une connaissance et qui la transmet à celui qui est le disciple. Donc, quand William Branham désigne Royce Davis par son bon vieux maître, non seulement il va à l'encontre de ce que le Christ dit dans la Bible, parce que le Christ n'appelait personne votre directeur, parce que vous avez un autre directeur, mais William Branham va à l'encontre de cela et Royce Davis était son maître. Alors, en continuant ici, on va alors
se rendre compte que William Branham n'a jamais mentionné quelque chose de négatif contre l'organisation des Ku Klux Klan. Donc, malgré les horreurs, tous les horreurs, les cruautés raciales que les clans infligeaient à plusieurs personnes, William Branham ne s'est jamais prononcé une seule fois contre la cruauté, les actes cruels que perpétraient ces personnes, perpétrait cette organisation dans les États-Unis contre les innocents. Mais en revanche, William Branham avait manifesté de la reconnaissance envers les Ku Klux Klan. Et il va nous le déclarer dans la prédication des âmes qui sont maintenant en prison, prêché le 10 novembre 1963, le paragraphe 62. Qu'est-ce qu'il nous dit, William Branham? Il nous dit, je me souviens que madame Roder était près de moi, là-bas à l'hôpital. Je n'oublierai jamais cette femme. Quoi qu'il arrive, je ne pourrai jamais l'oublier. À cette époque-là, elle n'était encore qu'une jeune femme. Son mari était surveillant ici à l'usine d'automobile. Et je me souviens qu'elle était près de moi, elle et madame Stewart. En fait, c'est eux qui ont payé ma facture d'hôpital. À la maison, nous n'avions même pas de quoi manger. Alors, comment aurions-nous pu payer une facture d'hôpital de plusieurs centaines de dollars? Mais elle, par l'entremise de l'association de bienfaisance de son église et du Ku Klux Klan, elle a payé ma facture d'hôpital. Les francs-maçons, je ne pourrai jamais oublier ces gens. Voyez, quoi qu'ils fassent, peu importe malgré tout, c'est quelque chose, ça, que je ne peux pas oublier. Voyez-vous, ce qu'ils ont fait pour moi, ils ont payé la facture du docteur Reader. Il est encore en vie, il habite ici à Port Felton. Il pourrait vous raconter l'histoire. Voilà ce que nous dit William Branham. Donc, non seulement il n'a jamais dit quelque chose contre cette organisation, mais il éprouve beaucoup de la sympathie pour cette organisation pour lui être venu en aide. Donc, pour lui être venu en aide, et pour lui, il dit, mais elle, par l'entremise de l'association de bienfaisance de son église et du Ku Klux Klan, elle a payé ma facture d'hôpital des francs-maçons. Alors, les Ku Klux Klan, comment est-ce qu'ils pouvaient-ils payer la facture de l'hôpital de William Branham s'ils n'avaient aucune affinité avec ces derniers? Maintenant, souvenons-nous ensemble avec vous que l'idéologie du Ku Klux Klan, c'est d'établir la suprématie de la race blanche sur toutes les autres races. Alors, remarquez ensemble avec moi des passages, quand on lit ces passages, ces textes, ou encore ces citations de William Branham, on se rend compte que William Branham établit un pont entre le Ku Klux Klan et les francs-maçons. Parce qu'il parle des Ku Klux Klan et il nous dit clairement, en un seul mot, il dit quoi qu'il fasse, peu importe malgré tout. Donc, malgré quoi qu'il fasse. Donc, quels que soient les agissements des Ku Klux Klan, quel que soit ce qu'ils ont eu à faire aux États-Unis, quels que soient tous les désastres, les meurtres, les attentats, tout ce qu'ils ont eu à faire contre les innocents, William Branham dit quoi qu'il fasse. Donc, quoi qu'il fasse, ils avaient toujours sa reconnaissance, ils avaient toujours sa bénédiction et ils ne pourraient jamais se prononcer ni dire un mot contre cette organisation, contre ce qu'ils étaient en train de perpétrer aux États-Unis, alors qu'il était là censé être prophète qui devait crier sur le vice, sur le mal, sur le péché, sur toute forme de vice qu'il y avait dans la nation pour prêcher la parole de Christ qui rendait tout le monde égal au bénéfice de la rédemption. Alors, vous remarquez ici ensemble avec moi qu'il établit aussi un pont, un parallélisme entre le Ku Klux Klan et effectivement la franc-maçonnerie. Alors, en effet, les Ku Klux Klan, comme cela nous est rapporté, ont des origines purement maçonniques. Donc, quand on parle de Ku Klux Klan, on ne peut pas dissocier les Ku Klux Klan avec la franc-maçonnerie. Dans l'introduction de son ouvrage sur le Ku Klux Klan, l'historien Walter Fleming va expliquer comment est-ce qu'il a obtenu les informations qui l'ont permis de rédiger son livre sur le Ku Klux Klan. Il dit ce qui suit. Ces informations sur le Ku Klux Klan il a obtenu ces informations sur le Ku Klux Klan par les anciens membres de l'ordre, par des amis et des parents. Et en particulier par l'un des 6 fondateurs de ce mouvement, connu, c'est-à-dire le Major Crow lui-même, qui fut un franc-maçon, mais qui était parmi les 6 membres fondateurs de ce mouvement qu'on appelle le Ku Klux Klan, alors qu'il était d'abord franc-maçon avant de former cette organisation suprématiste blanche qu'on appelle le Ku Klux Klan. Alors, Fleming il déclare que le général Albert Pike,
que certains ne connaissent pas, il est là. Le général Albert Pike, qui était à un rang élevé dans l'ordre maçonnique, était l'officier de justice principal du Ku Klux Klan. Donc l'officier de justice principal du Ku Klux Klan, c'était Albert Pike, qui en même temps était un personnage de rang très élevé dans la franc-maçonnerie. Bon, en qualité de patron des sociétés secrètes sudistes et président du barreau de Tennessee, Pike aurait été le grand stratège de la justice pour cette organisation de Ku Klux Klan. Donc le pilier judiciaire qui a soutenu cette organisation, c'était Albert Pike. Or, Albert Pike était lui-même un franc-maçon, bien qu'étant l'un des bras fondateurs de ce mouvement de Ku Klux Klan. Alors, selon Fleming, c'est-à-dire, selon Fleming plutôt, c'est à Nashville, dans l'État de Tennessee, que Pike et d'autres généraux confédérés se seraient rencontrés en 1867 pour former un Ku Klux Klan terroriste. Ku Klux Klan terroriste, étendant ainsi le projet qu'ils avaient débuté 2 ans auparavant à Pulaski. Ce qui semble être confirmé par l'éditorial du 16 avril 1868, écrit par Pike dans le Daily Epers de Memphis, dont il est lui-même propriétaire. Qu'est-ce qu'il va écrire Albert Pike? Il va écrire ce qui suit. Nous voudrions réunir, voilà le texte là, nous voudrions réunir tout homme blanc du Sud qui est opposé au suffrage noir dans un grand ordre de la fraternité sudiste avec une organisation complète, active, vigoureuse, dans laquelle quelques-uns exécuteraient la volonté de tous et dont l'existence même devrait être cachée à tous, sauf à ses membres. Donc, vous voyez déjà là, nous avons Albert Pike qui fait cette déclaration alors qu'il était un personnage très élevé dans la franc-maçonnerie et parmi les membres fondateurs de cette organisation terroriste des Ku Klux Klan. Et voilà le texte qu'il écrit. Il en appelle à qui? Nous voudrons réunir tout homme blanc du Sud qui est opposé au suffrage des Noirs. Donc, tout homme sud qui était opposé au suffrage des Noirs était uni ou encore réuni, rassemblé, assemblé dans cette organisation qu'on appelle le Ku Klux Klan. Et cela, c'est écrit de la main d'un franc-maçon. Voilà pourquoi William Branham dit les Ku Klux Klan, les francs-maçons, parce qu'il était sachant. Il savait effectivement qu'il y avait un lien, un pont entre les Ku Klux Klan et la franc-maçonnerie. Alors, toujours selon Fleming, à la place d'honneur de membres bien connus du Ku Klux Klan, se trouve le général John Brown, maître maçon de la loge de Pulaski, et le colonel Joseph Fessel, de Columbia, grand maître de maçon de Tennessee. Alors, pour d'autres historiens, il semblerait qu'à l'époque où il y a eu la réunion de Pulaski, Pike était aussi en Arkansas. Donc, à partir de ce moment, on comprend ensemble avec vous la relation qu'il y avait entre William Branham et Royce Davis et les Ku Klux Klan. Donc, nous comprenons que William Branham a été initié ou a commencé ses premiers pas dans le service spirituel sous la coupe pendant 2 ans, formé, il a même reçu le prétendu Saint-Esprit. Hein, vous voyez, c'est Roy Davis qui dit qu'il a reçu même son Saint-Esprit, son baptême du Saint-Esprit dans ma maison de Jeffersonville. Donc, imaginez-vous, on ne sait pas de quel Saint-Esprit est-ce que Roy Davis est en train de parler. Quand nous regardons la vie, les activités de cet homme, nous regardons son affiliation, nous regardons son rang en tant que grand chevalier de dragon de Ku Klux Klan, nous regardons toute sa position. Comment est-ce que nous pouvons nous rendre compte effectivement qu'il pouvait y avoir un Saint-Esprit dans sa maison et que c'est dans la maison de cet homme que William Branham aurait reçu son Saint-Esprit. Était-ce le Saint-Esprit ou un esprit malsain? Alors, William Branham est formé dans le pied de cet homme. William Branham prend alors, est influencé par la doctrine de la sémence du serpent, qui est une doctrine raciste à la base. Et c'est là qu'il a puisé auprès des Ku Klux Klan pour établir la différence des lignées entre la lignée pure et la lignée noble et la lignée vile. Voyez, donc là déjà, par ce numéro-ci, c'était juste une introduction pour qu'on comprenne. Quand on va prendre les autres numéros qui suivront, nous allons comprendre l'attitude, on va examiner progressivement l'attitude de William Branham vis-à-vis des Afro-Américains qu'il appelait hommes de couleur, une expression péjorative qui est même injurieuse de les désigner ainsi, parce que pourquoi est-ce qu'on dirait d'un homme noir, homme de couleur, alors que la Bible le dit frèrement, je suis noir et je suis fier. Donc on pourrait les traiter
noir. Mais on n'avait pas besoin de désigner la coloration d'un homme pour le désigner en quelque sorte afin d'établir une distinction. Parce qu'on parle de la race blanche, qu'on parle de l'homme blanc, la peau blanche, la peau noire, la peau rouge, la peau jaune, ainsi de suite, mais ce sont toujours des couleurs. Donc vous voyez, donc tous les hommes sont des hommes de couleur effectivement. Donc que ce soit le blanc, c'est un homme de couleur blanche, que ce soit le noir, c'est un homme de couleur noire, que ce soit l'asiatique, c'est un homme de couleur jaune, l'indien, c'est un homme de couleur rouge, ou encore le peau rouge comme il les appelait. Donc effectivement, pour l'homme noir, on l'a désigné homme de couleur, et pour l'Indien, on l'a désigné peau rouge, donc l'homme rouge, s'il faut dire, peau rouge. Donc à partir de ce moment-là, ce sont des termes, c'était des termes discriminatoires, voyez, des termes discriminatoires qui permettent de catégoriser une certaine partie de la population par rapport à leur coloration de la peau, et c'est vraiment très raciste. Alors, avant que nous revenions, donc nous allons revenir, c'est juste un sujet introductif, ne manquez pas celui qui suivra. Il nous permettra de traiter sur la question du mariage mixte. Donc, d'entendre d'abord William Branham progressivement au cours des années, qu'est-ce que William Branham entendait par mariage mixte et comment est-ce qu'il a eu à changer de version et comment est-ce qu'il est arrivé à la conclusion qui va nous emmener à épiloguer et qui va nous permettre aussi de comprendre aussi la réaction de certains membres dans le monde du message du temps de la fin de William Branham. Mais avant qu'on en arrive là, je vous dis d'abord au revoir. Si vous avez aimé la vidéo, ne manquez pas de partager le lien. Et par cette vidéo, ce qu'on peut retenir ensemble avec vous, c'est juste de comprendre que William Branham a été initié ou encore a commencé les premiers pas de son ministère sous le ministère d'un pentecôtiste hérétique, raciste et criminel qu'on appelle Royce Davis, et que William Branham, lui, n'a pas affiché le mauvais côté de cet homme-là, qui était mauvais avant de rencontrer Branham, qui était mauvais pendant qu'il était avec Branham et qui continuait à être mauvais après que Branham l'a quitté. Mais Branham a toujours parlé de lui en bon avocat, en bon diamètre, en bon docteur, ainsi de suite. Alors que tous ces titres élogieux qu'il donne à Royce Davis ne les avait pas officiellement et ne l'étaient pas pratiquement. Alors déjà, à partir de ce moment-là, on comprend qu'est-ce que William Branham voulait réellement nous cacher dans les relations avec cet homme criminel. Et ça nous a permis aussi de comprendre pourquoi William Branham tenait tant à la doctrine de la sémence du serpent et pourquoi il tenait mordicus à cette doctrine et pourquoi il n'a jamais critiqué, dit un seul mot contre cette organisation terroriste malgré tous les actes qu'elle perpétrait contre des personnes innocentes à cause de son refus d'accepter l'égalité de chances, l'égalité des droits avec les Afro-Américains qui venaient d'être affranchis de l'esclavage. Pourquoi William Branham ne s'est jamais prononcé contre cette organisation? Mais pourtant, il a continué à leur jeter des fleurs et il a dit, peu importe ce qu'ils ont fait, peu importe ce qu'ils font. Donc au temps présent, même pendant que je vous parle, quels que soient leurs agissements, je ne pourrai jamais oublier ce qu'ils ont fait pour moi. Je ne peux pas dire quelque chose contre eux, ainsi de suite, à titre de reconnaissance. Voilà. Donc vous savez que William Branham devait beaucoup à ces gens, plus que ce qu'il a pu nous exprimer. Ce n'était pas une affaire de facture d'hôpital qui a été payée, qui leur donnait carte blanche de faire tout ce qu'ils pouvaient faire sans pouvoir pourtant être dénoncés par le pseudo-prophète du temps de la fin qui était porteur de la vérité pour apporter un message de libération. Alors, je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro. Ne le manquez surtout pas, nous parlerons du mariage mixte dans le message de William Branham et dans la Bible. Je vous dis au revoir. À la prochaine. Merci.